Et si une idée, vieille de 900 ans, détenait la clé pour comprendre les turbulences de notre économie moderne? Ça paraît un peu fou, non? Eh bien aujourd'hui, on va remonter le temps pour explorer une perspective radicale sur la nature même de l'argent. Une vision qui, franchement, pourrait bien changer notre regard sur le monde financier. Alors, pour commencer, un chiffre, un seul, 200 milliards de dollars. C'est la somme absolument vertigineuse qui circule chaque jour sur les marchés financiers. Pour se faire une idée de ce que ça représente, c'est simple. Prenez la totalité du commerce mondial de biens et de services réels et multipliez ça par 50. Voilà, c'est ça l'échelle de la finance d'aujourd'hui. Mais le plus fou, ce n'est même pas le montant, c'est la nature de ces échanges. Tenez-vous bien, sur cette masse d'argent, 95% est purement spéculatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est de l'argent qui s'échange contre de l'argent. Point. Un gigantesque balai financier qui est en fait complètement déconnecté de l'économie réelle, celle des usines, des fermes, des services qu'on utilise tous les jours. Alors, ça nous amène à une question assez fondamentale finalement. Si l'essentiel de l'activité financière, c'est juste de faire de l'argent avec de l'argent, quelle est la valeur réelle qui est créée pour la société? Pour tenter de répondre à ça, on pourrait se plonger dans les théories économiques du XXIe siècle, bien sûr. Mais non, on va faire tout le contraire. On va remonter très très loin dans le temps, vers une source complètement inattendue. Et notre guide dans cette histoire, le voici, Abu Hamid al-Ghazali. On parle d'un penseur persan du XIe siècle. À l'époque, c'était une véritable sommité en philosophie et en théologie. Mais, et c'est là que ça devient fascinant, bien caché dans ses écrits, on trouve une analyse économique d'une lucidité absolument stupéfiante sur le rôle de la monnaie. Alors, comment il s'y est pris? C'est simple. Pour comprendre le rôle de la monnaie, Al-Ghazali a d'abord imaginé un monde sans monnaie. Un monde qui reposerait entièrement sur le troc. Et pour illustrer ça, il prend un exemple tout bête. Imaginez une personne qui possède du safran. C'est précieux le safran. Mais disons qu'elle n'en a pas un besoin immédiat. Non, ce dont elle a vraiment besoin, c'est d'un chameau. Un bien beaucoup plus grand, beaucoup plus cher, essentiel pour transporter des marchandises. Seulement, voilà, il y a un hic. Le propriétaire du chameau, lui, il n'a que faire du safran. Ce qu'il veut, c'est peut-être du tissu ou du bétail, qui sait. Du coup, l'échange direct, eh bien, il est impossible. On est dans une impasse. Et à partir de là, Al-Ghazali met le doigt sur 3 problèmes majeurs avec le troc. D'abord, il n'y a pas de mesure de valeur commune. Comment savoir combien de safran vaut un chameau? Ensuite, l'indivisibilité des biens. On ne peut pas vraiment donner un bout de chameau en échange. Et enfin, le 3e point, c'est ce qu'on vient de voir, ce que les économistes appellent la double coïncidence des désirs. Face à ce véritable chaos, une solution incroyablement élégante a fini par émerger, la monnaie. Et c'est là qu'on va voir comment Al-Ghazali a défini sa véritable fonction. Et là, on arrive au cœur de sa pensée. Pour lui, l'or et l'argent, les dinars et les dirhams de son époque, n'ont aucune utilité en soi. On ne peut pas les manger, on ne peut pas s'habiller avec. Il disait même que ce ne sont que des pierres. Non, leur valeur ne réside pas dans ce qu'ils sont, mais bien dans ce qu'ils permettent de faire. Il a donc défini 2 fonctions clés pour la monnaie. La première, être une mesure de valeur neutre, un juste arbitre, comme il disait, qui permet enfin de comparer la valeur d'un chameau à celle du safran. Et la deuxième fonction, être un moyen d'échange, un intermédiaire qui rend le commerce fluide et qui résout ce fameux problème de la double coïncidence des désirs. Mais, et c'est là que tout bascule, selon Al-Ghazali. Les problèmes commencent quand on oublie cette fonction de base, quand l'outil devient l'objectif en lui-même. La distinction est vraiment frappante. D'un côté, on a le rôle prévu, la monnaie comme un simple outil, un médiateur au service de l'économie. Et de l'autre, son rôle corrompu. La monnaie devient une marchandise, une fin en soi, un objet qu'on accumule pour lui-même. En gros, de serviteur de l'économie, elle est devenue le maître. Et pour Al-Ghazali, c'est là que se trouve la corruption fondamentale de sa fonction. Et cette corruption, elle trouve son expression la plus problématique, selon lui, dans une pratique bien précise, celle de l'intérêt, ou riba en arabe. Alors attention, l'argument d'Al-Ghazali n'est pas juste religieux, non, c'est une critique socio-économique très pointue. Son raisonnement est le suivant. Si une personne peut gagner plus d'argent simplement en prêtant l'argent qu'elle possède déjà, sans effort, sans risque, pourquoi irait-elle s'embêter avec ce qu'il appelait les arts pénibles, c'est-à-dire le commerce, l'artisanat ou l'industrie? On voit bien la logique, c'est une sorte de cascade. L'intérêt permet de faire de l'argent avec de l'argent, d'accord? Du coup, ça décourage le travail productif.
Et cet abandon du travail réel, au final, finit par nuire à toute la société, parce que les biens et services essentiels ne sont plus produits en quantité suffisante. Et donc, l'économie réelle, elle se contracte. Bon, faisons un bond de 900 ans et revenons à aujourd'hui. On va voir comment cette vieille question résonne de manière assez troublante avec les critiques de notre système actuel. Parce que oui, 9 siècles plus tard, on a des penseurs comme James Robertson qui utilisent des mots qui font un écho presque parfait à Al-Razali. Ils décrivent un système financier devenu injuste, destructeur et économiquement inefficace. Bref, un système déconnecté de nos besoins réels. Et en boucle la boucle. On retrouve ici le cœur du problème. Cette obsession de produire de l'argent à partir de l'argent, eh bien c'est exactement ce qu'on a vu tout début avec les 95% de transactions spéculatives. C'est perçu comme une distraction gigantesque qui détourne les talents et les capitaux de ce qui compte vraiment, la création de valeur réelle. Au final, toute la perspective d'Al-Ghazali nous ramène à une question. Une question toute simple en apparence, mais incroyablement profonde. Si l'argent n'est qu'un outil, un simple moyen, alors qu'est-ce qu'on est en train de construire avec? La réponse à cette question, posée il y a 900 ans, pourrait bien aujourd'hui encore définir notre avenir.